Salut les binge-watchers et bienvenue sur la chaîne qui décrypte pour vous les œuvres de la pop culture actuelle, Coffee and Freaks. Bon, je sais, à la base, j'étais censée faire une review de la saison 2 d'American God, qui est d'ailleurs géniale au passage, vraiment je vous la conseille, mais voilà, dans la vie parfois, il y a des contretemps qu'on peut pas prévoir et pendant 2 mois, j'étais vraiment dans l'impossibilité totale de pouvoir poster quoi que ce soit sur ma chaîne YouTube. Mais pour me faire pardonner de cette longue absence, j'ai décidé de vous prévoir une analyse review autour de la saison 2 de la série allemande Dark, qui a donc été diffusée le 21 juin dernier sur la plateforme Netflix. Donc c'est une review qui m'a été proposée en commentaire sous l'une de mes vidéos autour de The Away. Du coup, continuez à m'envoyer des recommandations de films, de séries ou de jeux vidéo que vous aimeriez voir analysés dans cette chaîne YouTube et je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de proposer du coup de nouvelles chroniques. Bon, et je sais qu'entre temps, il y a eu énormément de séries qui ont été diffusées, énormément de nouvelles saisons qui ont été diffusées aussi à l'heure où je parle. Demain sera diffusée du coup la partie 3 de La Casa de Papel. Le 4 juillet, il y a eu Stranger Things. Il y a eu aussi un peu plus tôt Tchernobyl et Black Mirror, la nouvelle saison, la saison 5. Donc j'ai pas pu traiter de tout ça en fait du coup à cause de cette absence. Mais dites-moi surtout si vous aimeriez voir une analyse de Stranger Things ou de La Casa de Papel en priorité parce que c'est vraiment les séries les plus... enfin les saisons les plus récentes qui viennent de sortir. Donc comme d'habitude, allez vous chercher un café, un thé, un snack, quoi que ce soit et on va décrypter la saison 2 de Dark de A à Z. Et restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va notamment parler de toutes les updates autour de la saison 3 de Dark qui a déjà été confirmée par Netflix. Bon, autant vous annoncer la couleur d'entrée, cette saison 2 est un pur bijou SF. Une petite perle scénaristique plaçant sans aucun doute le show au rang des meilleures séries disponibles sur la plateforme Netflix, avec The Away, The Haunting of Hill House ou encore Stranger Things. Mais ce n'est pas tout, puisque Dark est également l'une des séries les plus innovantes en termes de storytelling à l'heure actuelle. Et il faut admettre que la première saison diffusée le 17 décembre 2017 avait déjà mis la barre très haute en multipliant arcs narratifs, timelines et énormes révélations, le tout avec une précision et une justesse imparables. Bon, avant de se lancer dans l'analyse de cette deuxième saison qui a clairement dépassé toutes mes attentes, autant d'un point de vue esthétique que narratif, il faut absolument que je vous parle du contexte de production de Dark. Et ce n'est autre qu'un couple de showrunners qui est derrière la première série allemande à être diffusée sur la plateforme Netflix, à savoir Baran Bodar et Jantje Fritze, qui collaborent depuis des années sur des projets principalement cinématographiques tels que Who Am I et Sleepless. Et c'est d'ailleurs après le succès de Who Am I que Netflix contactera le couple afin de discuter de la possibilité de faire un remake du film en série télévisée. Le seul petit problème, c'est que Who Am I est un thriller qui traite du hacking, et Mr. Robot est en train de faire carton plein sur la chaîne USA Network aux États-Unis. Baran Bodar trouve l'idée du remake beaucoup trop risquée et décide de prendre un tout autre tournant. À l'époque, le réalisateur travaille sur une trilogie de science-fiction portant sur le voyage temporel, et on connaît la suite évidemment. Mais revenons sur la manière dont s'est globalement déroulée cette première saison. Dark nous plongeait donc dans la petite ville allemande de Winden. Aux apparences plutôt calmes, Winden dissimule en réalité de nombreux secrets, tous plus inextricables et what the fuck les uns que les autres. Un peu à la manière d'un roman de Stephen King, et je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard sur cette référence, Dark nous dépeignait dans un premier temps les diverses relations qu'entretiennent les habitants de Winden. Un moyen d'introduire aux spectateurs les différents lieux et personnages clés qui auront un impact crucial sur la suite des événements. On découvrit alors les membres des 4 familles principales de Winden, notamment les Kahnwald, composés d'Anna et de son fils Jonas, qui est le protagoniste de l'intrigue, et l'intrigue s'ouvrait justement sur le suicide du père de famille, à savoir Michael Kahnwald, qui sera d'ailleurs au centre de nombreuses révélations au fil de ces 2 saisons. On découvrit aussi la famille Nielsen, composée d'Ulrich, sa femme Katharina, ainsi que leurs 3 enfants, Martha, Magnus et Mikkel, mais également les Doppler avec Charlotte, chef de la police de Winden, son mari, et ses 2 enfants Franziska et Elisabeth. Et enfin la famille Tiedemann, composée d'Alexander, dirigeant de la centrale nucléaire, sa femme Regina, qui est quant à elle propriétaire de l'hôtel de Winden, sans oublier leur fils Bartos. Mais comme dans toute bonne famille dysfonctionnelle, chacun possède ses secrets. Secrets qui seront doucement mais sûrement révélés tout au long de l'intrigue de cette première saison. On comprendra donc très vite qu'Ulrich trompe sa femme avec Anna, que Martha est en réalité amoureuse de Jonas ou encore qu'Inès, la grand-mère de Jonas, a en sa possession la lettre de suicide de son fils. Tous ces petits dramas familiaux et autres triangles amoureux auront en réalité un impact crucial sur la suite des événements, et c'est à mon avis l'une des grandes forces de ce show. Mais je reviendrai un peu plus tard sur le sujet. Et c'est parallèlement à ces arcs narratifs plutôt terre à terre que la SF s'installe doucement mais sûrement au cœur de l'intrigue. Le mystère prend place lorsqu'un jeune lycéen disparaît mystérieusement à proximité des grottes de Winden, suivi de près par celle du petit Mikkel Kahnwald. Enfin, la découverte du corps d'un enfant qui semble débarquer des années 80 monte ainsi d'un cran l'angoisse au sein de la petite ville et font remonter à la
la surface de vieux souvenirs chez certains. Et ce qui semble être jusqu'ici un petit thriller allemand autour d'un potentiel kidnappeur d'enfants, serial killer, se transforme alors très vite en œuvre de science-fiction sur le voyage temporel à la Back to the Future. C'était en effet l'une des plus grosses révélations de cette première saison. La question n'était pas de savoir où est le petit Mikkel, mais plutôt à quelle époque, puisque le petit garçon est bien sain et sauf, mais en 1986, une époque où son père et sa mère sont encore adolescents et où la vie de Vinden est bien différente de celle de 2019. Le petit Mikkel, totalement perdu dans une époque qui n'est pas la sienne, finit par trouver une aide quasi miraculeuse auprès d'une infirmière nommée Inès. Inès qui n'est donc nulle autre que la future grand-mère de Jonas. Et c'est justement à partir de là que l'espace-temps de l'intrigue commence lentement à se distordre et que nos cerveaux se sont clairement mis à bugger. En effet, la véritable révélation autour de Mikkel n'était pas vraiment de savoir qu'il était coincé en 1986. Non, ce serait beaucoup trop facile. Mikkel est en réalité le père de Jonas qui s'est suicidé lors de l'ouverture de la saison 1. Le garçon est donc resté en 1986 et a éventuellement fini par faire sa vie avec Anna et ont éventuellement fini par avoir un enfant qui n'est nul autre que le protagoniste de la série, à savoir Jonas. Et il faut quand même préciser que cette information cruciale est révélée assez tôt dans l'intrigue, et plus précisément lors de l'épisode 5. Je parlerai tout à l'heure du caractère non linéaire de cette série, et là on en a clairement l'exemple parfait. Les révélations concernant Mikkel auraient très bien pu servir de final, mais les showrunners ont fait le choix judicieux de ne pas s'arrêter là, et d'ajouter une nouvelle timeline, à savoir celle de 1953, époque où Ulrich se retrouvera coincé en fin de saison 1 après avoir tenté d'assassiner le jeune Helge. L'une des autres grandes forces du show est aussi d'atteindre un équilibre narratif et visuel entre les codes de la SF, du drama et du thriller. L'arc narratif principal de la série, qui finit au fur et à mesure par devenir le fil rouge de l'intrigue, donc le voyage dans le temps, est totalement dépendant des storylines qui relèvent beaucoup plus du drama. Je pense notamment aux différentes relations entre les personnages, l'histoire d'amour entre Jonas et Martha, ou encore l'obsession maladive d'Anna pour Ulrich. Mais toutes ces révélations et autres cliffhangers étaient loin, mais alors tellement loin du final sur lequel nous avait laissé cette série il y a un peu plus d'un an, puisqu'on apprendra que le mystérieux étranger de Vinden est en réalité un Jonas venu du futur. Et la série ne va pas seulement se contenter de nous parler du futur, puisque les dernières minutes de cette première saison nous dévoilaient un Vinden apocalyptique dans lequel se retrouve piégé le jeune Jonas. Donc le final de la saison 1 nous avait laissé avec des milliards d'interrogations en tête. Déjà, comment l'apocalypse a-t-elle eu lieu? Et que va-t-il se produire pour le jeune Jonas dans ce futur apocalyptique chaotique? Et qui sont les survivants qu'il a croisés pendant les dernières minutes de l'épisode? Ou encore, qui est Noah? Quelles sont ses véritables intentions? Pourquoi le père de Jonas s'est-il suicidé? On n'avait toujours pas la réponse après cette première saison. Ah oui, et question encore plus existentielle. Pourquoi l'agent voleur a un fucking cache-œil depuis le début de la série? Sérieux, c'est en train de me rendre ouf. Bon, autant vous le dire tout de suite, oui, les raisons de l'apocalypse, le suicide de Mikkel, la véritable identité de Noah, l'implication de la centrale nucléaire de Vinden dans l'apocalypse à venir, ou encore le personnage de Claudia, seront au centre de révélations majeures durant cette saison 2. Et non, on ne saura toujours pas pourquoi Voleur porte ce foutu cache-œil, désolé. Tout comme dans la première, cette saison 2 va continuer d'alterner entre les différentes timelines. Et pour la nouveauté narrative, cette saison 2 se construit comme une sorte de compte à rebours géant. Le premier épisode prend place quasiment un an après les disparitions de la saison 1, et plus précisément le 21 juin 2020. Le dernier épisode de cette saison 2 se terminait donc le 27 juin 2020, qui est donc le jour de l'apocalypse et marque le début du dernier cycle. Et toute cette saison va tourner autour du fait de découvrir ce qui est arrivé à Vinden. Nos doutes concernant l'implication de la centrale nucléaire avec l'apocalypse à venir vont clairement se confirmer dès le premier épisode. La SF va clairement s'intensifier, et après avoir vu le final de cette saison 2, je peux d'ores et déjà vous annoncer que vous ne verrez plus rien de la même manière. Certaines séquences que vous avez pu voir dans la première saison vont prendre littéralement tout leur sens. La relation entre Jonas et Martha, la conception de la machine à voyager dans le temps, les secrets de la centrale nucléaire et son rôle dans l'apocalypse à venir, et enfin les raisons du suicide de Mikkel, le puzzle de l'intrigue commence peu à peu à prendre forme. Bon, pour la vie générale, je dois dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le casting, et particulièrement pour l'acteur qui interprète le rôle du jeune Jonas, du coup de la vingtaine, et qui est donc interprété par l'acteur Louis Hoffman, qui avait aussi joué en fait dans l'un de mes films historiques vraiment que j'avais l'un des films historiques que j'avais le plus apprécié récemment, qui est Les Oubliés. Je vous conseille clairement de le voir. Clairement, il a rien perdu de son acting. C'est vraiment... En plus, il est jeune, il est plus jeune que moi, même il a 22 ans. Et je pense clairement qu'il faut suivre le futur de ce jeune acteur. Et franchement,
je pense qu'il ira loin. L'une des autres grandes qualités de ce show réside dans sa mise en scène très tragédienne, voire théâtrale. Et dans une interview pour IndieWire, que je vous laisse d'ailleurs en barre d'infos, Yantje Fritzsche, qui est donc la co-créatrice de la série, décrit son œuvre comme une tragédie grecque de science-fiction. Et franchement, je n'ai pas de meilleur mot pour décrire Dark, et plus particulièrement cette saison 2. On ressent quasi continuellement cette théâtralité dans la mise en scène et l'interprétation de Dark. Et il y a un côté très tragique, limite shakespearien, dans la relation qu'entretiennent Jonas et Martha durant cette seconde saison. Ah oui, et quand je vous disais que le puzzle allait commencer peu à peu à prendre forme au niveau de l'intrigue, sachez quand même que le final de la saison 2 va totalement tout remettre en question. Et d'ailleurs, en parlant du final de la saison 2, dites-moi si vous voulez, comme pour The Away, une vidéo théorie, où là ça sera beaucoup plus spoiler, mais du coup si vous voulez une vidéo purement spoil et théorie, dites-le moi en commentaire comme on avait fait pour The Away, et je vous préparerai ça du coup. Bon, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ces deux saisons de Dark, c'est clairement l'entremêlement entre ces différentes timelines et les différents arcs narratifs qui offrent aux spectateurs du coup une sorte de structure non linéaire. Pour que vous compreniez un peu mieux, essayez de vous imaginer la structure narrative de Dark comme l'immense labyrinthe que forment les différentes grottes de Vinden. Et d'ailleurs, Jonas découvre une carte dans la saison 1, la carte des grottes de Vinden, qui ressemble en fait à un énorme labyrinthe géant. Imaginez-vous en fait l'intrigue de cette série comme ce labyrinthe géant. Parfois, ce labyrinthe va vous mener à d'énormes révélations qui seront juste cruciales pour la compréhension de la suite. Et parfois, ce labyrinthe vous mène volontairement à des cul-de-sac narratifs. En gros, vous ne comprenez totalement rien à ce qui se passe, ou vous croyez comprendre, mais en fait vous ne comprenez rien du tout, puisque vous n'avez pas les éléments de l'intrigue en fait qui vous permettraient de comprendre les pièces du puzzle manquants pour que vous puissiez comprendre totalement l'intrigue. Et c'est exactement ce que font Yantje Fritzsche et Baran Odar avec nous lors de cette saison 2. Parce que oui, si vous n'avez pas vu cette saison 2, sachez que vous n'avez rien compris à la première. Pas parce que vous n'avez pas vu certains détails ou éléments qui étaient déjà là, mais en fait parce que les showrunners ont volontairement voulu vous cacher certains éléments de l'intrigue qui vous permettraient de comprendre exactement ce qui s'est passé pendant certaines séquences de la saison 1. Je sais que les comparaisons entre Dark, Away et Stranger Things ont fait énormément polémique. Et personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ces comparaisons. J'aurais plutôt tendance à situer Dark entre la trilogie des Back to the Future, la série Twin Peaks de David Lynch, Lost, et le tout enveloppé d'une sorte d'atmosphère à la Stephen King. Et selon Baran Odar, c'est certainement cette atmosphère à la Stephen King qui a peut-être engendré une certaine confusion avec Stranger Things. Le showrunner s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans une interview pour Le Figaro. Quand Netflix a lancé Stranger Things, on avait fini les scénarios de Dark. Comme eux, nous avons été biberonnés à Stephen King avec ça et Stand By Me. Nos deux séries explorent le malaise des petites villes. Ayant grandi aussi dans les années 80, cette décennie est notre Madeleine de Proust, qui ne rêve pas de revisiter son enfance. Bon, je ne vais pas m'attarder sur toutes les influences autour de Dark bien sûr, mais attardons-nous tout de même sur la plus obvious, si vous voulez mon avis, celle de la saga Back to the Future réalisée par Robert Zemeckis en 85, 89 et 90. Bon, déjà, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas vu Back to the Future, il y a clairement un problème dans la matrice, car c'est sans aucun doute l'un des films les plus cultes que la science-fiction n'ait jamais porté à l'écran. Non seulement la saga de Robert Zemeckis a eu un impact décisif sur le monde de la SF au cinéma, mais aussi sur la pop culture moderne dans sa globalité. Donc oui, si tu n'as pas vu Back to the Future, tu rates clairement l'un des meilleurs films de ta vie. Et quand on y réfléchit, la conception du voyage dans le temps selon Zemeckis possède quelques points communs avec celle de Dark. On y retrouve cette volonté de traiter de sujets très ancrés dans les codes du drama. On s'intéresse alors au concept de la famille, de l'amour, du temps, de la vie, à l'aide d'un élément très populaire au sein de la culture SF, le voyage temporel. Et on a d'ailleurs pu remarquer quelques petits clins d'œil à Back to the Future, notamment à travers le personnage d'A.J. Tannhaus, qui est donc l'inventeur d'une des machines à voyager dans le temps et l'écrivain du livre Un voyage dans le temps. Il est donc très difficile de ne pas y voir une référence directe au fameux Doc de Back to the Future. Mais les références autour de l'inventeur de Dark ne s'arrêtent pas là et se font beaucoup plus subtiles. En effet, le nom d'A.G. est loin d'avoir été choisi au hasard et fait sans aucun doute référence à l'écrivain H.G. Wells ou Herbert George Wells, qui n'est nul autre que l'auteur d'une œuvre qui changera à jamais l'histoire de la littérature de science-fiction, La machine à explorer le temps. Wells, qui au passage est aussi l'auteur de La Guerre des Mondes, signe en 1895 avec The Time Machine la naissance officielle du récit de voyage temporel dans la littérature SF. Mais revenons à Dark et Back to the Future. Tout comme Marty McFly, Michael se retrouve coincé dans une époque qui n'est pas la sienne et finit par rencontrer ses parents alors qu'ils ne l'ont même pas encore conçu. La série allemande joue clairement sur les opposés et c'est très malin de la part des showrunners. Plutôt que de faire un simple hommage à Back to the Future, Dark va réinventer sa propre version du voyage temporel dans le récit SF et joue sur les contrastes avec l'œuvre de Zemeckis. Pour vous donner un exemple, souvenez-vous que dans le premier volet de la saga des Retours vers le futur, Marty McFly doit absolument réparer le paradoxe temporel qu'il a engendré avec sa
sa mère, sous peine de ne plus exister. Et dans la série Dark, Jonas au contraire ne doit absolument pas toucher au paradoxe de Mikkel, sous peine de ne plus exister également. Et si comme moi vous êtes fasciné par l'esthétisme et la photographie de Dark, je vous conseille vivement d'aller faire un tour du côté des œuvres du photographe américain Gregory Crewdson. Au cours de nombreuses interviews, les showrunners de Dark ont évoqué le travail de Crewdson, considéré comme l'Edward Hopper de la photo moderne. Et si on y regarde de plus près, on comprend très vite où ils veulent en venir. La ressemblance avec l'esthétisme de la série est juste frappante. Pour bien finir cette chronique, parlons un peu des dernières updates autour de la future saison 3 qui a déjà été confirmée par Netflix et les showrunners de Dark avant même que la saison 2 ne soit diffusée sur la plateforme. Le 30 mai dernier, Baran Bodar publie sur son Instagram un cliché du script du premier épisode de la saison 3, accompagné d'un petit message pour les fans du show. Et c'est officiel, nous travaillons sur la saison 3 de Dark. C'est le cycle final de cette grande aventure. Nous avons toujours eu 3 saisons en tête quand nous avons développé Dark, et nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons commencer le tournage de cette 3e et dernière saison dans 4 semaines, afin de pouvoir vous offrir le chapitre final de Dark l'année prochaine. Merci Netflix de nous faire confiance, merci à tous les fans de Dark autour du monde, vous êtes géniaux. Et à ce propos, je vous conseille quand même de checker l'Instagram de Baran Bodar et d'une partie du cast de Dark, parce qu'il y a énormément de photos de tournage de cette nouvelle saison là, dont le tournage a commencé il y a quelques semaines, et ça peut nous donner d'ailleurs quelques indices sur les événements à suivre pour Dark. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour soutenir mon travail, et on se retrouve très vite.